Et coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis de retour après presque 3 semaines de quasi silence puisque je suis partie en vacances pendant 15 jours. 15 jours pendant lesquels je pensais beaucoup lire, pendant lesquels je pensais beaucoup filmer et pendant lesquels je n'ai fait ni l'un ni l'autre ou quasi pas. Clairement lire, j'ai dû lire une trentaine de pages. Filmer, n'en parlons même pas. En fait, on rentrait dans nos familles et quand on rentre dans nos familles, autant vous dire que les journées sont partagées entre repas qui durent beaucoup trop longtemps, forcément rendre visite un petit peu à tout le monde, on a envie de prendre le temps de profiter de chacun et du coup le soir on rentre, on est complètement vanné, enfin bref, j'ai pas du tout réussi à trouver la place de mon esprit pour me caler et pour lire, enfin quasi pas, hein. Je vais quand même vous présenter une lecture que j'ai terminée et 2 lectures que j'ai commencées qui sont en cours. Il s'est passé aussi pendant ces 15 jours une grosse semaine de bronchiolite. Mon petit chat qui a 3 mois maintenant du coup a déclaré une bronchiolite bien persistante. On a failli terminer aux urgences pédiatriques qui d'ailleurs en ce moment sont complètement blindées à cause de la bronchiolite. Et fort heureusement, on nous a conseillé de faire de la kiné respiratoire, ce qui a clairement sauver ce petit chat des urgences, mais voilà, forcément, hein, vous voyez bien pour celles qui ont des enfants, les nuits étaient comme qui dirait extrêmement courtes, à chaque fois qu'il toussait, j'étais au taquet, enfin bref, voilà, on était vraiment focus sur lui. On a passé, ceci dit, un super moment Halloween. Je sais pas si je vous en avais parlé dans des précédentes vidéos, mais depuis 2016. Alors, en fait, avec mon chéri, on s'est rencontrés il y a plus de 12 ans maintenant, dans un château qui s'appelle le château de Séran, qui se trouve entre Angers et Nantes, qui est un château privé, qui est du coup propriété du prince et de la princesse de Mérode. Si jamais vous ne connaissez pas ce château, allez-y, il est vendu comme étant l'un des mieux meublés de France, et c'est clairement le cas. Alors je vais pas vous dire le contraire, puisque j'adore ce lieu, on y retourne dès qu'on en a l'occasion, puisque ce sont des amis à nous qui le gèrent pour le compte des propriétaires. Et du coup, depuis 2016, à chaque Halloween, on est plusieurs bénévoles du coup à organiser des soirées Halloween où en gros on joue des personnages qui sont censés faire peur et qui font peur. Et en gros, les gens rentrent dans le château qui est complètement éclairé à la bougie. Il n'y a absolument pas d'électricité et donc on démarre par les souterrains et on finit sous les combles du château où il n'est pas rare que nous mettions en scène dans les combles du château. Alors, il faut imaginer des combles laissés complètement à l'abandon. En fait, dans ce château, vous avez les cuisines qui sont au niveau des douves. Enfin, il n'y a pas que les cuisines, mais en tout cas, les cuisines se visitent avec une collection de cuivre absolument impressionnante. Le rez-de-chaussée, le premier étage se visite, sont entièrement meublés. Vous avez une bibliothèque absolument magnifique. J'essaierai de vous mettre des photos pour vous donner envie et le lien vers le site internet du château en description. Et les étages du coup supérieurs sont laissés, enfin comme si les habitants étaient partis du jour au lendemain. Ce qui fait que sous les combles du coup où étaient logés les domestiques, vous avez encore le vieil évier, vous avez encore la literie un peu éventrée, enfin clairement. Vous imaginez ce décor, vous imaginez de l'air qui passe par les vitres, sachant qu'on y met des bâches dans le petit couloir tout étroit, on y met des bâches qui du coup bougent avec le vent qui passe par les vitres, qui sont quelque peu cassées, enfin bref. Et du coup, tout au dernier étage, donc sous les combles, on y cale un espèce d'hôpital psychiatrique avec un grand brûlé, avec des zombies, avec des fous, enfin bref, c'est un peu l'apothéose. Il faut dire que j'ai quand même sorti de cette visite, je suis sortie de mon personnage lors d'une des visites pour du coup faire sortir une petite fille qui clairement était en pleurs. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même une visite qu'on interdit au moins de 10 ans. Vraiment ça fait flipper, moi-même je ne la ferai pas en tant que spectateur et même en tant que du coup acteur de la visite spéciale Halloween. Des fois je me fais moi-même un peu flipper et là cette année je jouais le rôle d'une cartomancienne. Et franchement, et j'étais dans la bibliothèque justement du château, je vous mettrai pareil des photos, et j'ai surkiffé ce rôle, j'ai adoré faire ça, je me suis complètement éclatée, j'ai pris un espèce d'accent un peu slave, enfin vraiment je me suis
amuser, à improviser. Enfin bref, si jamais vous êtes entre Angers, Nantes, dans ce coin-là, n'hésitez pas, un, à aller visiter ce château. Et deux, si vous êtes dans le coin au moment d'Halloween l'année prochaine, n'hésitez pas aussi. Alors, dès que les visites sont ouvertes, généralement en à peine une semaine, c'est blindé en fait. Parce que vraiment, on commence à avoir une petite réputation qui fait que vraiment les gens viennent, découvrent, et il y en a même qui reviennent depuis 2016, il y en a qui sont là tous les ans. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. On est allé visiter une expo autour des dinosaures avec mon aîné. On est allé se balader sur les bords de Loire. On est allé découvrir avec mon chéri, on est allé boire un café dans un château qui s'appelle le Prieuré, qui est près de Saumur. Château où était allée Sybille. Oula la mèche. Sybille qui est du coup une abonnée, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. J'en profiterai pour vous mettre également le lien de sa chaîne en description, et j'avais vu en story qu'elle était allée dans ce lieu. J'avais complètement flashé lors de sa story, elle m'avait dit où c'était, du coup là c'était l'occasion parce qu'on y était, enfin bref. Voilà, on a un petit peu comme ça essayé de remplir entre sorties, expos, musées, visite de la famille, repas, enfin voilà. Et pas trop de repos du coup, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai un unboxing de folie à vous faire, des achats, des lectures en cours, des livres qu'on m'a prêtés aujourd'hui. Je vais commencer par l'unboxing. Du coup là, nous avons un livre de la part des éditions Archipel, puisque peut-être que vous l'ignorez, mais j'ai renouvelé mon partenariat avec les éditions Archipel. J'ai fait une petite sélection sur le catalogue du coup envoyé par les éditions Archipel, et là du coup j'ai reçu Comment les pingouins ont sauvé Véronica. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette petite voix chantée de Hazel Prior. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver et très ravie de reprendre ces vlogs, hein, vraiment. J'ai pas quitté Halloween, hein. Voilà, la fin du vernis noir, bref. Nous n'y faisons pas attention. Hazel Prior, du coup, Comment les pingouins ont sauvé Véronica, dans la fameuse collection Instant Suspendu, mais là, du coup, dans la version poche. Au crépuscule de sa vie, Véronica McCready, 84 ans, se replonge dans son existence pour chercher ses héritiers. Elle retrouve la trace de Patrick, un petit-fils de 20 ans, abandonné par son père et orphelin depuis l'âge de 6 ans, après le suicide de sa mère. Mais le jeune homme ne plaît pas à cette grand-mère acariâtre. À la suite de cette rencontre désastreuse, Véronica décide de léguer ses biens aux pingouins et obtient d'accompagner une mission scientifique en Antarctique pour observer ses protégés. Mais Véronica tombe malade lors de ce voyage et Patrick, sa seule famille, est appelé à son chevet. Comme deux animaux sauvages, ils vont apprendre à s'apprivoiser au milieu des icebergs. Best-seller en Angleterre où il a ému plus de 200 000 lecteurs. Merci beaucoup les éditions Archipel, et du coup il sort le 17. Ah non. Alors attendez, petite erreur. Ah non, pas petite erreur, pardon. On recommence. Le nouveau livre d'Hazel Prior, qui a écrit ce livre, qui s'appelle Ellie et Dan, sort le 17 novembre en format broché. Et du coup, la version poche de Comment les pingouins ont sauvé Véronica paraît le 10 novembre, donc dans 2 jours. Voilà. On raccroche les wagons. Merci beaucoup du coup les éditions Archipel pour cet envoi. Petite réception des éditions Fleuve. J'ai un livre d'ailleurs de chez Fleuve qu'il faut absolument que je lise, que j'ai absolument envie de lire très rapidement. Alors Fleuve. Oh, je me souvenais pas l'avoir demandé celui-ci. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, intéressant. Alors, il s'agit de Aquitania d'Eva Garcia Sáenz de Urturi. Désolée pour l'accent. Je vais enlever La vengeance d'Aliénor de l'Aquitaine. Je vais enlever de ce pas le bandeau. Donc, clairement, je pense que nous sommes sur du roman historique, traduit de l'espagnol. Je vous lis le résumé. Ouais, roman historique. Compostelle 1137. Le duc d'Aquitaine, territoire convoité par la France pour ses richesses, est retrouvé mort, le corps bleu et portant la marque de l'aigle de sang, une effroyable torture normande. La jeune Aliénor, portée par sa soif de vengeance, décide d'épouser le fils du roi,
Louis VI le Gros, qu'elle croit être le meurtrier de son père. Son objectif, décimer la lignée des Capétiens et imposer le sang aquitain. Mais le jour des noces, seul Louis VI est assassiné à son tour. Les époux Aliénor et Louis VII devront alors apprendre à se connaître afin d'infiltrer le royaume de France et démasquer l'instigateur de cette machination, quel qu'en soit le prix à payer. Un roman historique captivant qui traverse un siècle rythmé par la loi du talion, l'inceste, les batailles et nous dévoile les destins de celles et ceux qui vont forger la France d'aujourd'hui. Eh ben ouais, alors je lis peu de romans historiques comme vous le savez, mais c'est un genre vers lequel je tends petit à petit. Donc, merci beaucoup. Les éditions Fleuve, vous anticipez mes envies du moment, clairement. Et il est sorti le 20 octobre. Voilà pour cette petite réception. Ensuite, nous avons un livre qui me vient. Ouh, faut que je fasse gaffe avec mon câble là. Je vais finir par faire tomber ma lumière et mon téléphone. Ah, excellent! C'est un livre jeunesse qui me vient de la part des éditions 2 et qui s'appelle Pas Orange, en librairie le 24 novembre à partir de 3 ans. On est sur quoi? Thématique amitié, ours, manchot, neige, adoption. Alors, résumé. Palino est un bébé manchot qui s'efforce de grandir et de découvrir le monde grâce aux sages conseils de Tomo, l'ours polaire. J'aime beaucoup trop les dessins. Je pense que c'est un livre que je vais lire demain matin avant de partir à l'école avec mon petit chacha. Et on va voir ce qu'il en pense, mais j'aime beaucoup trop les dessins. Je vous dirai voilà, je vous dirai ce qu'il en a pensé de ce livre jeunesse pour celles et ceux que ça intéresse. Autre réception. Oh, trop bien de la part de Leduc Graphique. Un témoignage puissant et inspirant sur l'acceptation de la maladie et le bonheur. Le passager. Je mets vite fait sur pause. J'ai mon petit chat qui est couché, mais qui m'appelle. Donc forcément, le devoir m'appelle. Bon, je vous le donne en mille. Il est presque 21h et ce petit chat est encore en train de lire dans son lit. Il a 3 ans, voilà. Et là, je lui ai dit, il va falloir arrêter là, c'est dodo. Oui, mais j'aime trop lire. Que je te comprends, mon petit chat, que je te comprends. Du coup, un livre qui me vient des éditions Leduc Graphique. Pourquoi il y a un rouleau de scotch là? Bref. Et qui s'appelle Le Passager de Cyrielle Pisapia. Je vous laisse admirer la couverture. Résumé, une formidable leçon de vie sur l'acceptation de la maladie et la résilience. Une histoire universelle tout à la fois instructive, drôle, émouvante et pleine d'espoir. Alex est une jeune femme de 27 ans tout à fait heureuse et sans histoire. Un jour, elle commence à ressentir des symptômes étranges, paresthésie dans le bras droit puis dans le ventre, mais elle n'y prête guère attention. Pourtant, les symptômes se font toujours plus présents et de nouvelles drôles de sensations viennent s'ajouter à la liste. Après des nuits d'angoisse et de doute, le verdict tombe, c'est une sclérose en plaques. Le passager a embarqué clandestinement dans son corps et elle va devoir faire avec. Suivez Alex dans son combat contre la SEP, sclérose en plaques, merci, du diagnostic à l'acceptation en passant par ses grossesses, l'épée de Damoclès des poussées, les poussées elles-mêmes, les espoirs de traitement et la découverte de ce qui lui donnera sa force et la rendra heureuse envers et contre tout. Ça me fait penser, d'ailleurs, je ne peux que vous le conseiller, à ce film qui s'appelle Rosie, ce documentaire de Marine Barnerias, qui est une jeune femme qui, à la petite vingtaine, a déclaré pareil une sclérose en plaques et qui a décidé de refuser tous les traitements qu'on lui proposait et elle a décidé de partir voyager solo. Elle n'avait jamais planté de tente de sa vie et elle décide de partir avec son petit sac à dos visiter 3 pays différents. Donc il y a eu la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et le 3e pays c'était, je sais plus, la Mongolie. C'était ça, Nouvelle-Zélande, Birmanie, Mongolie.
Entre-temps, dans ce voyage, elle y cale une retraite silencieuse, qui est d'ailleurs dans le documentaire un passage assez saisissant, drôle à la fois et très apeurant de se retrouver face à soi-même dans un silence des plus totales. Bref, j'ai vu le docu au cinéma, je vous mets la fiche du docu là, je vais regarder où est-ce que vous pourriez éventuellement le trouver, mais sûrement en location sur les plateformes. Je suis pas sûre qu'il soit dispo sur YouTube, mais en tout cas, du coup, elle a écrit un livre et de ce livre est tiré ce documentaire avec une bande originale signée M. J'ai pleuré, et quand je suis sortie de ce documentaire, encore une fois, comme beaucoup de documentaires qui sont comme ça sur la thématique de on apprend quelque chose de très dur dans la vie, mais on se bat, qui, voilà, à chaque fois nous rappelle que la vie est courte et qu'il faut en profiter pleinement, à fond, les ballons, sans se poser de questions. Voilà. Bon, alors, plus facile à dire qu'à faire, hein, n'est-ce pas? Puisque arrivent quand même les contraintes du quotidien, j'ai envie de vous dire, et puis financières. Hein. C'est-à-dire que si demain, je me dis « Oh tiens, j'ai envie d'aller passer un an en Polynésie française, juste les pieds en éventail, voilà, dans le sable fin et l'eau turquoise », y aurait, comme qui dirait, quelques petites barrières à franchir avant de pouvoir réaliser mon rêve et d'en profiter. Mais bon, voilà, on va dire que sur le principe, c'est ce que ce genre de documentaire m'inspire. Et du coup, voilà, donc on en revient à nos moutons. Et donc voilà, il s'agit de la vie d'une jeune femme qui découvre à 27 ans qu'elle est atteinte de sclérose en plaques. Je pense que c'est un livre roman graphique qui va être extrêmement émouvant. Donc j'ai bien hâte de le lire. Et donc voilà, c'est bien ça. Cette BD est une autofiction inspirée de son propre combat contre la sclérose en plaques. Il me semble avoir vu circuler. Il me semble que Louise du compte L'ivresse de lire des livres l'a lu. Je sais plus qui d'autre, mais je sais que plusieurs l'ont lu. Là, nous sommes sur 2 réceptions de chez Hugo. Alors... Ouh. Ah mais c'est fait exprès ça? Ah oui, c'est fait exprès. Non, c'est pas fait exprès. Ah si, c'est fait exprès. Je sais pas si. C'est un livre qui s'appelle Plongée. Et en fait, au début, j'ai cru qu'il était sale. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est fait exprès. Un peu comme si, vous savez, vous regardiez à travers un hublot. Généralement, les hublots, ils ont un peu cette texture un peu sale d'eau salée qui accroche. Mais je pense que c'est vraiment fait exprès parce que cette partie du dessus n'a pas du tout cet aspect-là, c'est rigolo. Plongée de Rose naille 2 couples, une île au large de l'Afrique. Un piège qui se referme. Hugo Thriller. Je vous lis le résumé. Un camp de plongée sur l'île paradisiaque de Rafiki, au large de Zanzibar. Ah bah tiens, c'est rigolo, ma belle-sœur revient de Zanzibar. Voilà exactement le dépaysement dont Jacob et sa compagne Stevie avaient besoin. Lui rêve d'aventure, elle de tirer enfin un trait sur d'éprouvants souvenirs. Le voyage commence d'étranges façons. Leur première nuit d'hôtel à Nairobi se déroule dans un climat d'angoisse. Stevie, fragile, ne peut s'empêcher de se sentir suivie. Mais la rencontre avec Léo et Tamsi, un autre couple de backpackers, va apaiser les tensions. Léo et Tamsin sont beaux, rayonnants et semblent aussi séduits par Jacob et Stevie. Sur l'île de Rafiki, pourtant, tout change de nouveau. D'abord innocent et joyeux, le jeu de la séduction va désormais trop loin, beaucoup trop loin. Le désir tourne à l'obsession, et lorsque les masques tombent, Stevie comprend que le piège s'est refermé et que la traque a commencé. À voir ce que ça peut donner. L'autrice a vécu et travaillé en Afrique, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Des voyages qui ont nourri l'écriture de Plongée. Acclamé par les critiques, son premier livre, Notre Petit Secret, a reçu en 2017 le prix Douglas Kennedy du meilleur thriller étranger. Bon bah écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal ça. Il est sorti du coup le 3 novembre. Une île au large de l'Afrique, 2 couples, des vacances paradisiaques jusqu'à ce que l'amitié tourne à l'obsession et que la mort s'invite sur l'île. Je pense que je vais beaucoup aimer ce livre. Et du coup, un autre roman de chez Hugo Publishing, et je pense savoir ce que c'est. J'ai découvert, grâce à je ne sais plus qui,
Bon, sûrement plusieurs d'entre vous sur Instagram, mais surtout c'est Estelle Petite Lectrice qui m'a convaincue. J'ai découvert la saga Hades et Perséphone. Fanny, elle bouquine si tu passes par là. Je viens de recevoir le tome 2. J'avais emmené le tome 1 pendant les vacances. Bon voilà, comme je vous le disais précédemment, je n'ai pas réussi à lire pendant les vacances. Mais je sais clairement que une fois que je vais avoir ouvert cette saga, je vais être un peu comme la saga des McCoy, complètement prise dans l'engrenage et que je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Et comme je savais pertinemment que j'allais être complètement fan, les éditions Hugo Roman m'ont très gentiment envoyé du coup le tome 2 et je crois d'ailleurs qu'il y a le tome 3 qui est sorti. Allez, c'est Perséphone. Je suis trop contente. Touch of Rain. Rain. Pour celles et ceux qui parlent anglais, hein, bouchez-vous les oreilles, n'est-ce pas? Je vais pas lire du coup le résumé puisqu'il s'agit d'un tome 2, donc on va pas se spoiler inutilement, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette petite réception, les éditions Hugo. Achat. Achat pendant ces vacances. J'ai acheté Frangine d'Adèle Bréau. Ça fait très longtemps qu'il me donnait envie et je suis allée à la FNAC accessoirement pour acheter des vinyles. Puis du rayon vinyle, nous avons dévié au rayon livre et voilà, du coup, je suis tombée sur Adèle Bréau, sachant qu'Adèle Bréau, j'avais lu et extrêmement adoré L'odeur de la colle en pot. Si vous n'avez pas lu, je le mets là, L'odeur de la colle en pot. Précipitez-vous, surtout si vous êtes des enfants des années 85-90, allez, 80-90 hein, pour arrondir. Que de souvenirs évoqués dans ce livre. Donc du coup, comme j'avais beaucoup aimé l'écriture d'Adèle Bréau et que je n'ai rien lu d'autre de cette autrice, je me suis dit, allons-y, là, ce petit poche, voilà, sera parfait dans la bibliothèque. Je vous lis le résumé rapidement. Mathilde, Violette et Louise sont sœurs depuis l'enfance. Elles vivent leurs plus belles heures à la Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy-de-Provence. Tout les oppose et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette qui a grandi dans l'ombre de son aînée et Louise, la Benjamine, née bien plus tard. Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Entre petites exaspérations et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie, car les murs de la Garrigue, gardiens des secrets de 3 générations, ne les protégeront peut-être plus. Avec délicatesse et humour, Adèle Bréau nous plonge dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous fait passer du rire aux larmes. Ça me donne très très envie. Et j'ai également craqué pour un Benjamin Lacombe. Clairement, c'était avant d'aller... J'essaierai de vous faire des plans. Avant d'aller au château de Séran, fêter Halloween. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mais c'est tellement dans le thème. Alors déjà, ça, j'adore. Et c'est surtout que, est-ce que vous verrez, mais il y a des yeux un petit peu partout. Bon, Benjamin Lacombe, inutile de vous dire que j'adore. J'ai découvert Benjamin Lacombe grâce à Sarah du compte Mrs. Boquiamont. Sarah, si tu passes par là, merci pour cette découverte, puisque j'y ai retrouvé à travers les dessins de Benjamin Lacombe un artiste que j'adore, que je vénère, qui me remplit à chaque fois d'émotions, c'est Odilon Redon. Je ne sais pas si vous connaissez Odilon Redon, pareil, je vous mets quelques-uns de ses dessins, surtout un qui, je pense, vous dira quelque chose. J'avais découvert les dessins d'Odilon Redon lors d'une expo, il me semble, qui avait eu lieu au Grand Palais, mais il y a de ça 8 ans, je dirais. Et j'étais vraiment tombée en amour, comme disent les Québécois, devant les œuvres d'Odilon Redon. Et du coup, j'ai vraiment retrouvé avec Benjamin Lacombe, et d'autant plus avec ce livre, les traits et l'ambiance et l'atmosphère des dessins de Odilon Redon. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer ça, voilà, ce genre de choses. Vous savez, des dessins un peu sépia, flous, très poétiques.
presque burtonien, si je puis dire. Moi, je vous mettrai des inserts parce que là on se rend pas bien compte. Encore une fois, le travail de la couverture, le travail éditorial est magnifique. Tout ceci est en relief. La vraie monstruosité n'est pas celle qui se voit. D'une union maudite naquirent des êtres singuliers. Voici leur histoire, leur joie, leur peine. Découvrez le destin d'une famille réellement extraordinaire. Voilà. Bon, non mais je vais arrêter en fait de vous montrer ça comme ça. Je vous ferai des inserts, ce sera beaucoup plus valorisant pour le livre qui d'ailleurs s'appelle L'étonnante famille Appenzell. Sébastien Pérez, Benjamin Lacombe. Sébastien Pérez, le texte, Benjamin Lacombe, les dessins. Alors ensuite, j'ai un collègue qui m'a passé 2 livres qu'il a lus et un qu'il m'a vraiment très bien vendu et un second qu'il m'a un peu moins vendu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, il s'agit de Skida Marink, je pense que ça se prononce comme ça, de Guillaume Musso, mais vous devez connaître ce livre sorti au livre de poche. Alors il me disait, je ne savais absolument pas, il me disait que ce manuscrit est le premier manuscrit de Guillaume Musso et qu'il fut un temps, il était recherché un peu comme le loup blanc, ce livre qui a été édité une première fois il y a très très longtemps, je ne sais pas quand d'ailleurs, et certains vendaient leurs exemplaires extrêmement chers. Allez savoir pourquoi, du coup, le livre de poche, donc format poche en brochet, je ne sais pas chez qui il a été édité, mais du coup a choisi de rééditer ce manuscrit que du coup nous redécouvrons aujourd'hui et que je vais découvrir très bientôt. Est-ce que... Non, c'est pas marqué, c'est dommage. C'est dommage que ce soit pas marqué. Ah, il y a une préface. Ce roman, le tout premier que j'ai publié, est paru il y a bientôt 20 ans, le 9 mai 2001. Baptisé d'un titre énigmatique, Skida Marink, une comptine anglo-saxonne, vous comprendrez à la lecture. Il a bénéficié d'un accueil sympathique de la part des lecteurs et des libraires et s'est vu salué par quelques articles de presse engageants. L'intrigue met en scène 4 personnages recevant chacun un morceau de la Joconde, assorti d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle italienne. Aujourd'hui, cette trame sonne comme une variation du Da Vinci Code, mais mon texte a été écrit 4 ans avant la parution du livre de Dan Brown et le traitement en était différent. Alors clairement, quand mon collègue m'a parlé de Da Vinci Code, m'a parlé de la Joconde en y associant Guillaume Musso, en y associant premier roman manuscrit, réédité, redécouvert, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit ça m'intéresse. Donc c'est un thriller qui mêle mystère, suspense, amour, aventure, qui révèle le talent sans pareil donc de Guillaume Musso pour raconter une histoire à la croisée des genres. Alors que le vol de la Joconde fait la une de tous les journaux, 4 personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de la célèbre œuvre de Léonard, accompagné d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle de Toscane. Pourquoi eux? Qui les a choisis? Quel plan se cache derrière ce coup d'éclat? Ils l'ignorent encore, mais à l'instant même où ils décident de résoudre ensemble cette énigme, leur vie prend un tournant dangereux, exaltant et sans retour. Introuvable depuis des années, le tout premier roman de Guillaume Musso, enfin réédité. Je vais adorer. Et le second livre qu'il m'a passé, c'est Je revenais des hôtes de Melissa d'Acosta. Alors, en fait, quand je suis rentrée tout à l'heure à la maison, j'ai quand même eu un doute sur le fait que potentiellement je l'avais déjà dans ma bibliothèque. J'ai pas vérifié, mais j'ai vraiment un doute. Il faut vraiment que j'aille vérifier, mais il se peut que je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Alors, c'est le premier livre de Melissa d'Acosta qui le lit. Et de ce qu'il me disait, c'est qu'il avait été déçu parce qu'il avait trouvé ça assez facile, assez évident comme écriture, comme histoire, un peu bourré de personnages clichés. Sur ce, je lui ai bien sûr conseillé de lire Tout le bleu du ciel, qui pour moi a été une rencontre et pour beaucoup absolument époustouflante, émotionnellement bien chargée. Et du coup, je voulais absolument pas qu'il reste sur cet avis. Alors je n'ai pas lu ce livre, je ne sais pas du tout si je vais aimer ou pas, si je vais du coup avoir la même sensation que lui, mais en tout cas je lui ai dit tout de suite, Lionel, ne reste pas là-dessus, lis Tout le bleu du ciel, parce que vraiment Melissa d'Acosta révèle tout son talent dans
ce livre qui est absolument incroyable. Donc je verrai s'il suit mes conseils, mais en tout cas, voilà, il m'a prêté celui-ci pour que je puisse le lire à mon tour. Donc on verra ce que ça donne, mais je vais quand même vérifier que je ne l'ai pas déjà dans ma bibliothèque, ce qui, me connaissant, est tout à fait possible. Lecture finie, lecture en cours. Lecture terminée, le tome 6 de la saga des McCoy, La Reine et le Clan, tome qui clôt la saga que j'aime du plus profond de mon cœur. Disons-le, hein, voilà, alors comme on l'a souvent dit, il ne faut pas se fier aux couvertures un tantinet kitschouille de la saga des McCoy, quoique celle-ci c'est clairement pas la pire, mais il faut se fier à ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ce qu'il y a à l'intérieur est une putain de pépite, disons-le, désolé, hein, je jure un peu dans ce vlog, mais vraiment, cette saga, c'est... Je vous mettrai des liens en fait de vlogs sur lesquels je plébiscite à outrance la saga des McCoy, parce que je ne vais pas me répéter. Juste vous dire que j'ai quitté cette saga, j'ai terminé le tome, je pense que j'avais pas envie de parler pendant à peu près quelques heures, que je faisais moitié la tronche, que mon mec m'a dit « Qu'est-ce que t'as là, t'as pas l'air bien ?» Je dis « Bah oui, je t'explique, j'ai fini la saga des McCoy, après ce tome, il n'y aura plus rien. » Donc voilà, j'étais vraiment mais un peu vidée. À quel point, voilà, vraiment, elle m'a habitée et je n'avais absolument pas envie de quitter les personnages. Et j'ai dû malheureusement les quitter, pas de mon plein gré, hein, clairement, mais voilà. D'ailleurs, je vous prépare, mais ça je le dis depuis à peu près 3 semaines, une vidéo un peu spéciale sur la saga des McCoy que j'aimerais publier cette semaine. Mon montage est fait, il me manque juste ma petite partie vidéo introductive que j'ai tournée chez mes parents pendant les vacances, mais qui me satisfait à peine. Donc je vais peut-être en tourner une seconde version. Mais en tout cas, voilà. On va dire que cette semaine, vous allez avoir une vidéo spéciale McCoy. Mais voilà, une conclusion. C'est l'apothéose de la saga. Alors là, c'est à bas la romance, vive la guerre, la bataille et... on sort les guns là, clairement, et on se laisse pas faire, hein. Il y a du sang, de la sueur, des blessés, des armes à feu, du complot à outrance, enfin, c'est l'explosion totale. J'ai commencé également pendant mes vacances, et j'en suis où ? Bah, je ne sais pas où j'en suis, puisque j'ai pas mis de marque-page, merveilleux. Tout quitter d'Anaïs Vanel. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas en dire plus, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. C'est l'histoire donc de Anaïs, hein, c'est autobiographique, qui du coup un jour quitte du coup son boulot, sa vie, pour aller du côté de... dans le sud, du côté de... J'ai peur de dire une bêtise, vers Biarritz là. Tout ce coin là, tout le coin des surfeurs, Osgore, voilà, plutôt dans ce coin là. Et du coup ce sont des petits passages de vie, des petites pensées à la fois philosophiques, à la fois des moments où elle avance un peu de pas à pas dans sa réflexion sur sa vie, à la fois personnelle, professionnelle, voilà, et ça passe en fait au fil des saisons, pardon. Il y a l'été, on a quoi là ? Bah, le printemps, il y a l'hiver aussi, ouais. En fait, il y a toutes les saisons et l'automne. Et ça commence par l'automne. Donc, voilà. J'aime bien ce petit format. Au début, je me disais, je le prendrais comme ça de temps en temps pour lire quelques passages. En fait, j'ai vraiment envie de le lire dans l'ordre et de voilà, le terminer, de le lire jusqu'au bout et de vous en reparler. Voilà, dans un prochain vlog. J'ai commencé également L'ombre du crépuscule de Rachel Caine, qui clôt la trilogie. Donc, j'ai toujours beaucoup de mal, hein, n'est-ce pas ? L'ombre de la menace, l'ombre de la menace, l'ombre de l'assassin, et la troisième tome, L'ombre de crépuscule. Je vous rappelle du coup le topo. Nous suivons Gwen, qui était mariée à Melvin Royal. Elle découvre de jour en
elle découvre du jour au lendemain que Melvin, son mari, est un serial killer qui tuait des jeunes femmes dans le garage familial attenant à la maison familiale, que Gwen, donc qui s'appelait avant Gina Royal, mais elle s'appelle aujourd'hui Gwen Proctor puisqu'elle a changé d'identité pour faire face à ses détracteurs, puisque elle a été innocentée et absolument pas reconnue complice, puisqu'elle ignorait tout, même si voilà, beaucoup se disent mais comment est-ce possible quand même, son mari tuait des jeunes femmes dans le garage juste à côté de sa cuisine et elle n'a pas capté, enfin bref. Donc du coup voilà, on suit un petit peu l'histoire de Gwen Proctor, de Melvin Royal, et voilà, c'est très haletant sur les 2 premiers tomes. Sur ce 3e tome, je suis un peu plus sceptique. À mon sens, on aurait pu s'arrêter à la fin du 2e tome. Là, on tire un peu, c'est un peu, vous savez, alors, désolée pour la comparaison, la comparaison, et je me rends compte en y pensant, n'est pas forcément des plus... Comment dire ? C'est pas top comme comparaison, j'allais comparer ça à Shrek. Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, Shrek qui a peut-être eu un 4. À un moment, c'est cool, mais à un moment... En fait, faut s'arrêter. Juste, les gars, stop, en fait. Stop. Juste, ça suffit. Bah là, j'ai envie de dire stop. Voilà, à la fin du tome 2, c'était cool. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de tirer des fils qui sont pas nécessaires et que, voilà, on s'est dit, allez, si on faisait un tome 3, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, allez, on va un peu mettre une petite sauce comme ça, toc, 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 et puis ça va le faire. Ouais, ben, c'est un peu limite et clairement, c'est un peu tiré par les cheveux. Je passe un bon moment, mais je suis beaucoup moins addict que les 2 précédents tomes. Mais bon, je vais aller jusqu'au bout. Et voilà, mon avis va peut-être changer. Je suis à plus de la moitié. Va peut-être changer d'ici la fin du livre. Mais pour l'instant, je suis vraiment très sceptique sur l'existence de ce tome 3. Et j'ai également, donc là je l'ai emprunté à la bibliothèque, j'ai également en cours le Jenny Colgan, la charmante librairie des flots tranquilles. J'avais lu le premier qui est la petite librairie. Voilà, c'est toujours des livres, à chaque fois je le dis, je suis toujours perdue entre la boulangerie, la librairie, le café, le bar et compagnie. La charmante librairie des jours heureux. Voilà, cette histoire de cette jeune femme qui décide d'acheter un van, de le transformer en bibliothèque, je résume rapidement, et de parcourir les routes écossaises pour aller dans les villages et pour vendre des livres dans ce van. Et clairement, à la fin de ce livre, j'avais envie de m'acheter un van et de parcourir les campagnes iséroises pour aller vendre du bouquin. Bon, je ne l'ai pas fait, hein, bien entendu. Voilà, c'est comme l'histoire de Tahiti tout à l'heure. Voilà, on a des rêves et puis on ne les mène pas forcément à bout. On ne les mène pas forcément au bout plutôt. Mais voilà, je passe un bon moment. Je suis un peu moins transcendée quand même que ce premier tome. Là, du coup, il y a toujours un lien avec le personnage de Nina qui du coup avait acheté le van dans le premier tome. On la retrouve, elle est enceinte et elle a besoin de trouver quelqu'un pour la relève. Ses cheveux, pour la relève du coup et prendre soin de son van et de sa petite entreprise. Et en fait, elle embauche Zoé, qui est une mère célibataire en galère, qui quitte l'Angleterre pour l'Écosse, qui va l'aider, qui va l'aider du coup avec ce petit camion librairie, et qui a un double emploi, donc celui avec Nina, et en même temps, elle doit s'occuper dans une vieille demeure mystérieuse de 3 enfants, laissés complètement à l'abandon par le père qui passe de temps en temps comme ça une tête entre 2 portes, qui sont 3 enfants qui ont l'air absolument insupportables, qui ont eu pas moins de 7 nounous, qui ont toutes démissionné. Je sens gros comme une maison que la Zoé va tomber éperdument amoureuse du père de ses 3 enfants qui pour l'instant n'est pas très présent. Je sais pas pourquoi, j'imagine vraiment ça, qu'elle va rester en Écosse, que les 3 enfants vont finir par l'adorer, la prendre pour mère de substitution, et ils vécurent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, à voir, mais après tout, pourquoi pas, ça peut être une jolie histoire que je peux somme toute apprécier.
Voilà, 39 minutes et bah, allez donc, je vais, finir par faire, comme Manon en fait, une vidéo, d'une traite par semaine. Mais je pense que je vous reprendrai quand même dans la semaine puisque normalement cette semaine je vais à Paris, je pars jeudi. Jeudi j'y suis pour le boulot, vendredi, samedi j'y suis pour du perso, pour retrouver les voix des éditions Hurlevent. On va passer de super bons moments, sauf que j'ai appris aujourd'hui que il y a des grèves SNCF qui sont annoncées. Donc on va voir si je vais pouvoir me rendre. Je vais bailler. Pardon, donc on va voir si je vais pouvoir me rendre à Paris. Et d'ailleurs, en parlant des éditions Hurlevent, les filles nous ont envoyé le nouvel ENC de leur 3e parution qu'il faut que je commande, puisque le rendu, nous sommes le 7 aujourd'hui, et le rendu est pour le 14. Clairement, ça va le faire, je crois qu'il fait 200 et quelques pages, mais faut quand même que je m'y colle, que je recharge ma liseuse, que je transfère le fichier. Voilà, enfin, pas grand chose en soi, mais voilà, il faut que j'organise cette lecture. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que vous êtes encore présents parce que 40 minutes, même cadre, à blablater, au bout d'un moment, ça peut aussi un peu vous lasser. Et puis dans tous les cas, je vous reprends plus tard. Et voilà, je publierai un vlog où on reprend le rythme habituel dimanche. Après-midi ou soir, à voir, puisque je rentre dimanche dans la matinée, que je vais pas prendre mon ordi, donc je ne pourrai pas commencer à monter. Bref, mais en tout cas, il y aura bel et bien un vlog à la fin de la semaine, et c'est le principal. Allez, je vous laisse. Et coucou tout le monde, je suis arrivée à Paris hier. On doit se retrouver avec quelques filles des voix Hurlevent, notamment avec les deux principales fondatrices de la maison d'édition, les éditions Hurlevent, donc Marion et Sarah. On se retrouve à 16h, en fait là on est vendredi. Laura est d'ores et déjà sur Paris, on est plusieurs à être d'ores et déjà sur Paris. Je partage d'ailleurs ma chambre avec Lucie qui devrait pas tarder à arriver non plus. Et on se retrouve dans un salon de thé vers 16h. Et après je pense qu'on va passer un bout de soirée ensemble avant de se retrouver demain pour un petit brunch, somme toute très sympathique, un peu typique anglais. Et une séance de dédicace avec Chanel l'après-midi. Et pareil, un bout de soirée ensemble. Du coup là je vais aller me balader en attendant la fin de la journée. On a pris une chambre avec Lucie dans un hôtel. Alors le nom est bien trouvé puisqu'il s'agit de l'hôtel des écrivains, mais c'est complètement un hasard, hein. Alors vous savez que les prix hôtels parisiens sont quand même assez onéreux. J'ai surtout fait attention au prix et je suis tombée sur l'hôtel des écrivains, donc c'est vrai que la coïncidence était plutôt sympa. Voilà, il fait extrêmement chaud aujourd'hui, je trouve. J'ai baissé tous les radiateurs parce qu'ils étaient montés à fond. Et nous sommes dans une période de sobriété, hein, disons-le. Donc j'ai baissé les radiateurs, mais pas parce que c'est la période de la sobriété, parce que j'avais trop chaud. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse. Et puis de toute façon, je vais essayer de vous filmer quelques petites images de ce week-end parisien qui s'annonce très sympa. Eh bien, le bonjour tout le monde! Nous sommes mercredi. Il n'y a pas eu de vlog dimanche pour la simple et bonne raison que
J'ai un énorme vlog à vous publier que depuis dimanche, depuis que je suis rentrée de Paris, je cherche à tourner 7 vidéos pour conclure le vlog. Et je n'ai absolument pas trouvé de moment pour. Donc mon mec a repris le boulot, j'ai repris le boulot. Les journées sont ultra chargées, c'est-à-dire que de 7h à 22h, c'est du non-stop. Que le midi, généralement, je me cale, j'en profite pour me caler un petit rendez-vous rééducation, du coup chez la kiné, et quand c'est pas ça, j'ai genre 30 minutes grand max pour manger, donc lire, voilà, tourner des vidéos, bah, n'en parlons plus, poster sur mon compte Instagram, voilà, donc là clairement je me dis qu'il va falloir que je me trouve une organisation, parce que tourner des vidéos ça me manque, poster ça me manque, enfin tout me manque là, et que c'est juste pas possible. Du coup, lecture, je pense que je vais passer sur la liseuse. Voilà, c'est pas forcément la liseuse, c'est pas forcément moi le support que j'aime pour lire. Mais là, clairement, je me disais hier en donnant le biberon à mon petit chat, j'étais voilà dans la chambre, moitié dans le noir, et je me disais ah bah là typiquement je pourrais lire sur la liseuse, ou alors quand je ne suis pas dans le noir, j'ai mon gros bouquin broché, lui dans le bras, le biberon, et clairement c'est absolument pas pratique. Et je me dis là, si je veux un peu augmenter mon rythme de lecture, je pense qu'il va falloir que je passe sur la liseuse la plupart du temps, me caler un réveil plus tôt, genre à 6h, pour avoir un temps de lecture de 6 à 7. Enfin voilà, il faut que je trouve en tout cas une nouvelle façon de m'organiser, parce que clairement je ne peux plus faire comme avant, parce que bah, j'ai moins de temps, enfin j'ai pas le même temps en tout cas. Donc voilà, donc là pour tout vous dire, je suis rentrée en speed chez moi ce midi, j'ai mon plat qui est en train de réchauffer. En gros j'ai 30 minutes pour manger, tourner la vidéo, j'ai une photo à faire. Voilà, on va dire que voilà, on en est là, donc pas de panique, hein, je vais trouver comment m'organiser, mais pour l'instant c'est un peu le flou artistique. Ah mince, j'ai pas pris, attendez, chercher la BD que j'ai lue hier soir. Hop là. Oui, parce qu'il faut dire que du coup hier soir j'avais envie de lire. En fait j'ai 3 livres en cours, un brochet, un poche, donc toujours le 3e tome de Rachel Caine. Et hier soir je me suis dit non mais en fait j'ai envie d'avoir la sensation d'avoir commencé un livre et de l'avoir fini. Du coup j'ai sorti Glacé, la BD adaptée du livre de Bernard Minier. J'ai beaucoup aimé. J'ai lu quelques policiers thrillers, notamment de Tillier en version bande dessinée, et je pense que c'est la première fois où j'éprouve les mêmes sensations que lorsque je lis un thriller policier. J'ai été vraiment prise, vraiment stressée, j'ai été angoissée en lisant cette BD, et pourtant voilà, je suis toujours très sceptique, parce que je trouve que pouvoir faire ressentir la peur, l'angoisse, le stress à travers une BD, l'adaptation d'un thriller policier, c'est très compliqué. Et là il y a beaucoup de choses qui passent par les dessins. Déjà je trouve que les dessins sont... je sais pas, je trouve que les traits, je vais essayer de vous trouver les traits des visages des personnages. Par exemple, si on prend le fameux flic là qui s'appelle comment déjà, Martin Servaz, qui est du coup a priori un flic qu'on retrouve beaucoup dans les Bernard Minier. J'ai jamais lu de livre de Bernard Minier. Voilà. En fait, il y a un petit côté dans certains visages, dans le trait d'assez cadavérique, et du coup vraiment ça participe complètement un peu à l'angoisse. Voilà, des traits comme ça très anguleux. Bref, donc du coup ça associé aux couleurs utilisées, la colorimétrie elle est vraiment glacée, elle est très froide. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Voilà, des violets, des bleus, des gris, des teintes très pâles, ouais, vraiment très froides. On a l'impression d'être dans une chambre réfrigérée, et vraiment j'étais vraiment à fond, j'ai été très mal à l'aise, donc j'ai vraiment adoré
adoré cette adaptation. Ça commence en fait sur une équipe qui du coup monte à Saint-Martin de Comminges exactement dans les Pyrénées, qui du coup sont dans une cabine, une remontée mécanique, et en arrivant là-haut ils voient une espèce de cadavre de cheval complètement éventré. Donc en fait l'affaire commence là-dessus. Je vais vous lire le résumé. Dans les Pyrénées enneigées, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique située en altitude découvrent le corps horriblement mutilé d'un cheval accroché à la falaise. La centrale est située à proximité d'un établissement psychiatrique où est enfermé le tueur en série Julian Hirtman. Personne ne peut s'échapper de ce lieu de haute sécurité. Pourtant, l'ADN d'Hirtman est retrouvé sur la scène de crime. Quelques jours plus tard, un autre meurtre rituel a lieu. Cette fois, la victime est un homme. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que si je vous en dis plus, je vais vous spoiler. Je peux juste vous dire qu'il est question de vengeance, que ça se passe du coup au milieu des Pyrénées, en hiver, avec un hôpital psychiatrique qui fait vraiment penser à... Alors moi ça me fait beaucoup penser à la couverture de Avalanche Hotel de Nico Takian et à ce film tellement connu que j'en perds... avec Dani. Comment ça s'appelle? Ah, ce Danny sur son tricycle là dans les chambres. Dans les couleurs de cet hôtel. Bah, Shining, merci, voilà. Voilà, on est vraiment dans cet univers-là, dans ce décor-là. Donc vraiment, je vous conseille fortement cette adaptation éditée chez Phileas. Donc j'ai lu ça hier soir. Je reviens quand même rapidement sur le week-end que j'ai passé à Paris. Du coup, je suis arrivée jeudi dernier à Paris. J'en suis repartie dimanche. Jeudi, j'y étais pour le boulot. Vendredi, samedi, dimanche, j'y étais pour retrouver du coup une partie des voix des éditions Dans le vent. Donc, il y avait Marion par un soir d'automne. Il y avait Sarah, Mrs. Boucarmonde. Il y avait Louise, l'ivresse de lire des lui. Il y avait Laura's Reading. Il y avait Lucie, entre les lignes Lucie. J'ai fait le tour. Il y avait Shannon, Shannon qui a écrit La Duchesse de Buckingham. J'ai oublié personne. Voilà, donc c'était un week-end plutôt cool. On est allé chez Shakespeare & Co. On est allé dans un salon de thé, le jardin de Mademoiselle. On est allé dans un autre endroit un peu typique anglais près de Shakespeare & Co pour prendre un brunch typique anglais. On est passé au Starbucks, on est passé chez Book Off, on s'est retrouvé à Maison Sauvage qui est un lieu vraiment vraiment top dans le Marais. Je crois qu'il est situé dans le Marais, pas très loin d'Hôtel de Ville, mais qui était vraiment top. Le lieu du samedi soir aussi, on a bu quelques cocktails, était vraiment cool. Enfin bref, on a passé des bons moments et voilà, c'était assez étrange de passer comme ça du virtuel au réel. Donc voilà, un bon petit week-end chez Shakespeare & Co. J'ai du coup acheté... Alors, je cherche de plus en plus à parfaire mon niveau d'anglais puisque j'ai vraiment un problème avec la langue anglaise. Le problème, c'est que j'ai toujours vraiment honte quand je parle anglais, parce que je trouve que j'ai un niveau, mais pas bon du tout. Parce que voilà, j'ai jamais eu besoin vraiment de parler anglais. Voilà, j'étais journaliste avant, du coup dans des supports, dans des médias français, dans de la presse quotidienne régionale, donc clairement pas besoin de parler anglais. Quand je suis arrivée pour bosser en station de ski, ma collègue du coup gérait plutôt toute la partie internationale. Donc moi, encore une fois, j'étais que sur la presse française. Et là, comme elle n'est plus là, je me retrouve sur la partie française et la partie internationale. Et donc clairement là je sens que j'ai un vrai manque. Du coup depuis quelques semaines je bouffe de la série anglaise, sous-titrée anglaise. Mon frère qui vit à Vancouver au Canada, je lui dis voilà, à chaque fois qu'on s'est au téléphone de me parler au maximum en anglais et moi je lui réponds en anglais. Enfin vraiment j'ai un besoin là de m'activer sur la langue anglaise pour me sentir mieux, pour me sentir plus à l'aise. Du coup alors vous allez dire mais en fait le livre que tu as choisi c'est pas du tout un livre en version originale anglaise, c'est un livre français qui a été traduit en anglais, mais je me dis voilà, comme c'est un texte que je connais bien, un texte que j'adore, un classique, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, avec une couverture que je trouve très 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 jolie, je me suis dit allez on va commencer par là. Et puis c'est surtout que je ne savais absolument pas quoi prendre, en me disant voilà ça va être à mon niveau et je vais pouvoir le lire sans me sentir perdue. Donc voilà, j'ai juste pris ça. Et en fait je ne savais pas, mais
Ils tamponnent, du coup ils ont un petit tampon comme ça, voilà, de la librairie Shakespeare & Co. J'y tenais pas forcément, mais voilà, elle me l'a mis, donc voilà. Et chez Book Off, j'ai craqué sur 2 livres. Alors, un livre complètement influencé par Laura's Reading. Elle en avait parlé dans un de ses vlogs de Elizabeth McNeil, La fabrique de poupées. Et c'est marqué entre Oliver Twist et La jeune fille à la perle. Donc autant vous dire que je pense que ça va être une super lecture. Londres 1850, le Crystal Palace s'apprête à ouvrir ses portes lors de la première exposition universelle. Déjà tout ce que la ville compte d'artistes se bat pour y accrocher ses toiles. Or, dans l'atelier de Madame Salter, Iris rêve en silence. Elle qui ne peint encore pour 3 pennies que des poupées de porcelaine, aspire à bien plus grand. À la fois belle et difforme, la jeune femme brille dans les bas-fonds comme un diamant dans le brouillard, assez pour attirer l'œil de 2 hommes, l'obsession macabre d'un taxidermiste et l'inspiration d'un peintre pré-raphaélite. Triangle obscur, où valseront bientôt l'art, le désir et la mort. Le résumé, il est un peu alambiqué dans les phrases. Bref. Un brillant premier roman, nous dit le magazine Elle et le Figaro, réaliste et richement documenté, ce roman noir flirte autant avec le conte fantastique que le thriller trépidant. Donc je pense que ça va être une bonne lecture. Et j'ai pris celui-ci, alors complètement par hasard, c'est le résumé qui m'a attirée. Il s'agit du livre Le mari invisible de Freak Island de Colleen Oakley, édité chez Hauteville. Piper Parrish mène une vie idyllique sur Freak Island, au large du Maryland. À un détail près, son mari a disparu en mer. Bouleversée, alors je dis Piper mais c'est Piper, réagit de la plus étrange des manières en se comportant comme s'il était toujours là au quotidien. Et que peuvent faire les habitants si ce n'est prétendre avec elle pour la réconforter? La carrière d'Anders Caldwell, journaliste ambitieux, est au point mort. Envoyé à Freak Island pour couvrir une banale célébration, Anders tombe sur un sujet plus fascinant. L'île semble abriter un homme imaginaire. Convaincu de tenir un scoop, il enquête et rencontre la mystérieuse Piper. Anders ne se doute alors pas que de toutes les vies qu'il s'apprête à bouleverser, c'est la sienne qui va le plus changer. Voilà un roman charmant plein de fantaisie et d'espoir. Une histoire tendre et surprenante qui explore l'amour et le deuil avec une pointe d'humour. Voilà pour mes achats parisiens du week-end. Voilà, écoutez, je pense que ce sera tout. Je vais du coup finir de monter le vlog avec... Ah mais c'est ma vignette aussi que je dois prendre. Je me disais bien qu'il fallait que je fasse quelque chose ce midi d'assez urgent. Et c'est ça, c'est la photo de ma vignette. Bref, une fois que tout ça sera fait, je vais pouvoir charger cette partie, finir de monter ce soir et vous le publier. Alors je ne sais pas si je vous le publie ce soir ou si du coup j'attends dimanche pour vous le publier. Je sais pas, je vais voir, peut-être que je vous poserai la question sur Instagram. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve très bientôt.